Je veux appeler cet épisode le levier de pression. Vous comprendrez pourquoi. En 1987, Trump a écrit un livre dans lequel il a formulé les règles de toute négociation. Sans levier de pression, a écrit Trump, ne concluez pas d'accord du tout. Aujourd'hui, en regardant comment il a, par son mouvement, révoqué la licence sur le pétrole iranien, frappé l'île de Khark et déclaré qu'il pourrait prendre cette île pour lui. Vous ne voyez ni chaos ni réaction émotionnelle, mais le même schéma décrit il y a 40 ans et, à ma connaissance, utilisé depuis longtemps. Analysons point par point ce qui se passe, puis nous l'analyserons plus tard. Ce qui se passe réellement et pourquoi. Nous allons passer par 3 choses. Premièrement, c'est ce que Trump appelle dans son livre l'outil principal de la négociation et comment cela s'applique littéralement maintenant à l'Iran. Deuxièmement, c'est la tactique que les experts appellent plusieurs fronts ouverts et comment elle explique précisément pourquoi Trump parle en même temps du pétrole, du programme nucléaire et du détroit d'Ormuz. Et troisièmement, pourquoi ce qui ressemble à un échec des négociations peut en réalité faire partie du même scénario qu'il utilisait déjà dans les années 80 lors de ses transactions immobilières. Et je vous le dis tout de suite, vers la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un détail précis de son approche qui expliquera pourquoi ce revirement a eu lieu maintenant et pas dans un mois. On appelle aussi ça une volte-face, non? C'est important de le comprendre. Dans le livre donc, L'art de la négociation, The Art of the Deal, Trump formule son principe principal. Le principe est extrêmement strict, je dirais. Le levier de pression est ton principal outil, et sans lui, il n'y a pas d'accord. Un levier, par définition, c'est quand tu as ce que l'autre partie désire désespérément. Alors de quoi l'Iran a-t-il désespérément besoin en ce moment? Devinez en 3 essais. Eh bien, je pense que vous avez trouvé du premier coup. Je vais lire exactement ce que vous avez en tête. D'accord? L'Iran a besoin d'argent, tout de suite. C'est urgent. Les économistes estimaient qu'une licence pour vendre du pétrole contre des dollars, ce que l'Iran n'a pas pu faire pendant longtemps, pouvait rapporter à Téhéran un revenu ponctuel d'environ 8 à 9 milliards de dollars. C'est une belle somme. Et de débloquer environ 67 millions de barils de pétrole bloqués qu'ils ont chargés sur des navires, sur des pétroliers, du pétrole brut. C'est exactement ce que l'Iran veut désespérément, si l'on utilise le terme du livre de Trump. Et c'est exactement ce que Trump contrôle. Qu'est-ce que Trump contrôle? Il a supprimé la licence. Il a d'abord accordé la licence, donné à l'Iran ce dont il avait besoin, puis l'a retirée. Après les attaques contre la navigation, naturellement. Il l'a repris, non pas pour jouer, mais parce que l'Iran a fait ce que nous avions convenu qu'il ne ferait pas. Un détail important du livre. Donald Trump écrit clairement qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir plusieurs options en même temps. Si une voie ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, tu dois en avoir une de rechange. Appliqué à la situation actuelle, cela explique pourquoi, parallèlement au retrait de la licence, une pression militaire est exercée sur l'île de Khark. Ce ne sont pas 2 crises différentes. C'est un seul levier utilisé des 2 côtés simultanément. Les autres le font successivement, mais Trump fait tout en même temps. C'est tout, les autres le font successivement, mais Trump le fait en parallèle. C'est ce que les idiots, les imbéciles et des profanes absolus et des non-professionnels de la négociation appellent le caractère chaotique des actions de Trump. Si je ne comprends pas ce qu'il fait, c'est un idiot. Belle logique, si quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas, c'est lui l'idiot. D'accord, voilà. Donc le caractère chaotique, mon cul. Donc j'ai à peu près traduit une expression idiomatique américaine en russe. Voici quelque chose que peu de gens remarquent. Presque personne. Il y a, je dirais, 2 ou 3 commentateurs sérieux qui l'ont évoqué en passant. La menace de prendre le contrôle de l'île de Khark, ce n'est pas une question de pétrole. Ce n'est pas du tout une question de pétrole. Il s'agit de toute autre chose. Je vais expliquer de quoi il s'agit exactement dans 1 minute. Les chercheurs en technique de négociation, dans la méthodologie de Trump, appellent cette tactique « garder plusieurs balles en l'air ». Autrement dit, jongler avec plusieurs choses à la fois. Ou bien jongler avec de nombreux objets, n'est-ce pas?
Le but, c'est de surcharger la négociation avec de nombreuses questions simultanées pour que la partie adverse ne comprenne plus ce qui est vraiment important pour toi et ce qui n'est qu'une monnaie d'échange. Voilà, quelque chose me vient à l'esprit maintenant. Si j'avais le temps, je vous raconterai une histoire géniale écrite par Jack London, à propos de la façon dont le capitaine, il me semble que c'était Cook, s'est séparé des indigènes au sujet d'un trésor que des pirates avaient tard laissé sur l'île autrefois. Il a commencé à manifester un enthousiasme excessif pour toutes sortes de médiki, pour ainsi dire, et il ne réagissait absolument pas à l'or ni aux pièces d'or. Comme vous le comprenez, les indigènes intelligents ont immédiatement caché tout ce qui avait de la valeur, vous voyez, dans les médiki. Et les pièces d'or inutiles pour Cook étaient à proposer en grande quantité en échange de n'importe quoi. Je comprends que les Iraniens ne sont pas des indigènes mécontents, mais des Perses qui ont 2000 ans d'histoire de la négociation. Eh bien, les indigènes avaient aussi une histoire de négociation, et ils étaient intelligents. Et donc ils ont caché ce que ce crétin voulait tant sur le navire, et ils ont commencé à lui donner d'abord des choses dont il n'avait pas besoin, puis, eh bien là, c'est une histoire amusante. Trouvez-la et lisez-la vous-même. Il ne s'agit pas vraiment de cela, mais le principe reste le même. Voyez la table, voici la structure de la journée. En même temps, sur la table, il y a la licence pétrolière, l'attaque contre Kark, le sort du programme nucléaire, la question du détroit d'Armut et la déclaration sur une possible prise de territoire. Est-ce que vous croyez vraiment que nous allons prendre des territoires en acte ? Si vous êtes analyste à Téhéran et que vous essayez de comprendre sur quoi il faut faire des concessions pour qu'une désescalade ait lieu, il vous est physiquement impossible de définir des priorités. Parce que Donald Trump ne vous donne délibérément aucune clarté. Mais les journalistes des États-Unis et de l'Europe n'obtiennent pas non plus de clarté, et c'est pourquoi ils pensent qu'il est un imbécile. Alors que vous vous focalisez sur le pétrole, la discussion glisse soudain vers le territoire. Pendant que vous préparez une réponse sur le territoire, le sujet redevient le pétrole et l'invasion, ou bien c'est simplement une cascade d'insultes. Pour que la diplomatie ait lieu, quelqu'un comme Trump à l'époque aurait été considéré comme fou. Eh bien, ce n'est pas un diplomate. Il dit toujours « je ne suis pas un diplomate ». Il est tout à fait autre chose. Et c'est justement cela que les analystes d'Iran, d'Europe, de Russie, d'Ukraine, des États-Unis et tous les autres n'arrivent toujours pas à appréhender. Ils n'arrivent à rien comprendre. De même, les Kozlatouri, publiant dans les journaux américains, ne comprennent rien non plus. Je ne vois aucun problème à leur incompréhension. Ils sont restés aussi stupides qu'avant. Mais je peux vous assurer, du point de vue d'une personne qui a participé à des négociations, pas bien sûr du niveau dont vous parlez, mais quand même beaucoup, je n'aimerais vraiment pas avoir Donald Trump de l'autre côté de la table, parce qu'il est impossible à déchiffrer. Une compétence clé d'un négociateur est de savoir lire son adversaire. L'un des chercheurs du style de Donald Trump appelle cela, comme il l'a dit, une approche basée sur les rôles. Donald Trump agit à la fois comme un observateur qui évalue les faiblesses de son adversaire et comme un destructeur qui mise sur l'imprévisibilité et tire sa force précisément du chaos et non malgré lui. Et c'est là que la question se pose. Mais y a-t-il dans ce livre de Donald Trump ne serait-ce qu'une mention de ce qui se passe lorsque le levier cesse de fonctionner, lorsque l'adversaire décide de ne plus jouer selon ses règles ? Je répondrai dans une minute. Cela concerne directement ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui. Vraiment, c'est exactement ça. Et voici ce que nous devons comprendre, nous qui suivons cela non pas comme une géopolitique abstraite, mais comme une histoire vivante qui se déroule en temps réel. Ce qui ressemble aujourd'hui à un échec de l'accord peut, selon la même logique, faire partie du même scénario que Donald Trump utilisait déjà dans les années 80, quitter la table, créer l'illusion d'une impasse, puis revenir en exerçant une pression encore plus forte. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce n'est pas une supposition, mais une constante qui découle de ce que Donald Trump a dit, écrit et fait. Et littéralement la minute suivante. Alors, quand le levier ne fonctionne pas, que faut-il faire ? Dans le livre de Donald Trump, il écrit clairement « Si un accord ne se fait pas, il est plus raisonnable de faire preuve de patience et d'attendre la prochaine opportunité que d'accepter des conditions défavorables. »
C'est ce qui distingue fondamentalement son approche de la diplomatie classique, où l'on considère qu'il faut mener les négociations jusqu'au bout à tout prix. Cela paraît, à mon avis, idiot, mais 90% des soi-disant experts, analystes, hochent la tête sagement et disent « Oui, il fait tout de travers ». Et avant les frères White, on disait « C'est impossible ». Voler avec un objet en fer, un objet lourd, plus lourd que l'air, c'est impossible. Rester en l'air, ils tomberont parce qu'ils sont plus lourds que l'air. Vous ne voyez donc pas ? Voilà, je prends un objet, je le lâche, il tombe. Vous voyez, il est tombé, n'est-ce pas ? Les frères Wright sont arrivés et ont dit « Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça ». En ce qui concerne l'Iran, l'échec de l'accord le 7 juillet après les attaques contre le trafic maritime, les 5 et 6 juillet s'inscrit précisément dans cette logique. Trump ne tente pas de sauver l'accord à tout prix, Dieu merci. Il dit simplement « Je récupère mon levier de pression ». Il montre qu'il peut causer plus de tort que l'Iran ne peut l'imaginer. Il attend puis poursuit de la même façon. Le prochain round de négociations commencera à partir d'une position où l'Iran a déjà perdu. Il a perdu une partie de ce qu'il avait obtenu. Il a perdu sa licence, il a perdu une partie de sa flotte. Il a perdu une partie de son pétrole. Et il sera obligé de négocier à nouveau, mais cette fois avec une position plus faible. Ils ont en quelque sorte obtenu tout cela, n'est-ce pas ? Ils ont tout accompli. Et maintenant, ils peuvent aller de l'avant, et boum ! Et il s'avère qu'on leur a tout pris. En réalité, c'est exactement la même chose que faisaient les Iraniens, les Iraniens lors de toutes les négociations avec les États-Unis, l'Europe et pendant les 2000 ans où ils ont mené des négociations. Donc maintenant, ils doivent être furieux que leur propre tactique ait été retournée contre eux. C'est fondamental. Cela diffère de la diplomatie classique de l'époque d'Obama et de Biden. Bon, d'ailleurs, la diplomatie classique ne convient pas vraiment à Obama et à Biden. Enfin bref, j'ai dit, c'est dit. Ordinaire. Classique, habituel, où l'accent était mis sur la construction progressive de la confiance. Ils disent de demain, nous allons vous tuer. Vous proposez de discuter pour instaurer la confiance. Ils acceptent puis tout en menaçant de vous tuer. Peu importe, tout ira bien, tant que vous leur faites confiance. Comme nous le comprenons parfaitement, la confiance envers des personnes dont la tâche est de nous détruire n'est pas le meilleur outil. Ce n'est pas idéal, n'est-ce pas ? Pour Trump, la confiance n'est pas un outil. Que tu me fasses confiance ou pas, peu importe. Les vrais outils sont l'asymétrie de la douleur. Si l'Iran souffre plus que les États-Unis, cela signifie que le levier est toujours de notre côté. Quelle est ça la conséquence pour la suite ? Et messieurs, vous savez, ceux qui me regardent, vous savez, je ne suis pas du tout du genre à agiter les poings. Je n'aime pas, pour ainsi dire, foncer vers la guerre. Je pense qu'une mauvaise paix, comme on dit, vaut mieux qu'une bonne guerre. Enfin, tout dépend de la paix, en réalité. Selon la logique du livre, la prochaine étape de Donald Trump ne sera pas des négociations. Il n'essaiera pas de revenir immédiatement à la table des négociations. Cela passerait pour de la faiblesse. Il y aura probablement une pause pendant laquelle il laissera l'Iran ressentir le poids de la perte. Et la licence, une partie des capacités d'exportation et peut-être une partie de l'infrastructure à Kark. Et seulement après cela, lorsque le coût de la poursuite du conflit pour Téhéran deviendra très douloureux, mais pas insupportable, il y aura peut-être une nouvelle proposition. Très probablement à des conditions plus strictes que celles qui figuraient dans le mémorandum de juin. Je suppose que la prochaine proposition sera plus dure. C'est exactement la logique qu'il décrit publiquement comme étant la sienne, je ne sais pas, sa philosophie, son approche, sa psychologie, sa façon de négocier, de mener des négociations. N'ayez pas peur de quitter la table, car celui qui a peur de partir a déjà perdu la négociation avant même qu'elle ne commence. C'est exactement ce que j'ai toujours dit à mes collègues. Toujours. Quand nous allions négocier, je leur disais toujours, nous ne devons pas avoir peur de partir. Parce que si nous avons peur de partir, nous avons déjà perdu dès le départ, avant même que le score ne soit serré. En résumé, ce qui ressemble aujourd'hui à une escalade militaire brisant la logique de la diplomatie est en réalité l'application directe des principes que Donald Trump a exposés publiquement il y a 40 ans dans un livre sur l'immobilier à New York. Le levier.
la multiplicité des axes de pression, la volonté de quitter la table. Ce n'est pas une nouvelle tactique inventée pour l'Iran en 1926. C'est exactement la même méthode que dans les accords des années 1950. Je suis sûr que c'était déjà le cas avant. Oui. Simplement, cette fois, ce n'est pas un hôtel qui est en jeu, mais un pays. Aussi dure que puisse paraître la situation, si cette logique est correcte, alors plus la pression est forte aujourd'hui, plus le moment où les parties reviendront à la table des négociations approche, simplement avec des conditions bien plus favorables à Washington qu'à l'Iran. Parce que les gars, jusqu'au 15 juin, nous étions prêts à vous jouer des tours. Et au moment où vous avez décidé de nous gâcher les élections et de nous mettre des bâtons dans les roues, tout va changer. Tout sera différent de ce que c'était il y a encore un mois. Eh bien, vous, téléspectateurs, vous vous demandez sûrement « et les élections ?» Et je pense que le prix de l'essence, oui, restera élevé. Cela obligera Donald Trump à prendre en compte à quadrupler. Des affaires contre le Parti démocrate. Et si Richard Nixon était un paria, alors imaginez fabriquer 10, 20, 50 Nixon avec des situations 100 fois pires que celles du Watergate. Parce que tout ce matériel existe. Et, oh là là, méfie-toi Hillary, méfie-toi Obama, et méfiez-vous tous les autres comme Comey et Brennan. Et Fauci, bien sûr, c'est tout, à bientôt.